Bon, merci, bonjour. Donc, oui, c'est vrai, le VIH, c'est une vieille histoire avec moi. Et les femmes enceintes aussi, les parents d'enfants séropositifs avant la ZT aussi. Enfin bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur et que je trouve qu'il y a tellement de choses. D'abord, en 2025, il y a quand même des grosses avancées. Et ça s'est tellement simplifié que je trouve que c'est dommage que les gens en fassent tout un fromage de prendre en charge une femme VIH, enceinte ou pas d'ailleurs. Voilà. Donc, d'abord, est-ce que ça existe encore ? Ben oui, malheureusement, parce que ça, quand même, il faut remettre un petit peu sous nos climats. Pas beaucoup, mais il en existe. Nous, cette année, un peu moins, mais l'année dernière, beaucoup. 24 grossesses. Ça paraît pas beaucoup, mais c'est quand même beaucoup. Ici à l'IHU, j'ai pas réussi à avoir sur toute l'assistance publique, c'est compliqué à sortir ces chiffres-là, mais quand même, depuis 3 ans, 34 grossesses suivies, femmes ayant accouché, des fois de plusieurs enfants. Donc voilà, tout c'est pour l'instant parfaitement bien passé. Mais il faut quand même voir que ce qu'on nous donne, c'est l'ONU-SIDA. Sur les 39 millions, il y en a à un moment donné 1,3 million de femmes enceintes qui seront concernées chaque année, ce qui fait énormément de femmes enceintes et énormément de futurs bébés, quelque part. Voilà. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que c'est évitable quasiment à tous les coups, 99, voilà. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle, et c'est quelque chose qu'il faut remettre dans l'historique, puisque l'historique, ça, moi j'ai repris la diapo d'Amélie que je trouvais très bien. En 2015, on disait déjà qu'il n'y avait plus d'enfants en 2015 qui naissaient séropositifs. Donc quand même, 2015, on est 10 ans après, et on a encore cette idée-là de possibilité. C'est quand même vachement important. On en est là aujourd'hui à dire, elles peuvent allaiter, et c'est vrai, et il reste des gens encore qui pensent que c'est tout un problème et toute une complexité. Et pourtant, depuis un certain temps, on le sait, et les militantes le savent, et les associatifs le portent beaucoup, puisque ça a été la première chose qu'on a pu mettre en évidence que les transmissions entre humains pouvaient être évitées, c'était grâce justement à la transmission materno-fétale. C'est ça qui a mis l'accent sur l'AZT, pour les AEV, pour tout ça. C'est quand on s'est mis à traiter les femmes qui étaient enceintes, avec le peu de traitement qu'on avait, et qu'on a vu qu'effectivement, on empêchait la transmission. Et ça a été une incroyable réussite, enfin quelque chose, mais c'est vieux. C'est franchement vieux. Et on l'a cadré complètement avec la cohorte périnatale qui, de 2000 à 2017, sur 17 ans, a montré que oui, c'était vrai ce qu'on disait. Et c'est 2017, et on est en 2025. Donc 2025, maintenant, on ouvre l'allaitement. Donc on marche, le monde industrialisé marche, mais même au ralenti. Voire même qui marche plus ralenti que certains pays en Afrique. On en parlera un petit peu pour la transmission et pour la PrEP. Donc voilà. Donc au fil de temps, on a adapté. On a fait des progrès thérapeutiques, on a adapté. Ça a été l'AZT, puis après, un bon bout de temps, tout le monde avait des antiprotéases. Ensuite, des antiprotéases, on est passé aux antiagrases. Ensuite, on est passé aux trithérapies avec des anti-intégrases. Puis maintenant, les femmes qui sont en bithérapie avec des anti-intégrases, on leur maintient leur traitement allégé. Le seul truc bémol, c'est quand elles sont en traitement alternatif, 4 jours sur 7 ou 5 jours sur 7. Là, par contre, pendant la grossesse, on demande quand même à ce qu'elles repassent à tous les jours. Mais c'est le seul bémol, quelque part. Et dans 90% des cas, on a cadré l'affaire. Donc c'est plus un problème. Le problème reste, on en parle après, c'est les femmes qui vont arriver, elles ne savaient pas qu'elles étaient enceintes, et si elles savaient qu'elles étaient enceintes, 2 séropositives. 3, elles ont une charge virale au plafond, et on nous appelle en urgence en disant il faut faire quelque chose. Tout ça, c'est maintenant codifié. Donc ça, c'est les défis qui persistent. Ça arrive quoi ? Ça arrive, 5 fois par an. C'est rien par rapport à des centres là, mais ça arrive encore, et c'est important de savoir à qui refiler, on va dire, le bébé, à qui téléphoner, et où aller chercher les informations, parce que tout est fait. Vous avez les recommandations dans l'HS, c'est clair comme de l'eau de roche, c'est parfaitement bien fait.
Je vous le montre après. Parce qu'il faut que les médecins arrivent à penser que c'est pas compliqué. Et c'est vrai que j'ai des jeunes collègues qui me disent « Oh ouais, mais moi, les femmes enceintes, je préfère que ça soit toi parce que quoi ?» Bah, je sais pas, parce que quoi ? Parce qu'en fait, c'est quand elles ont une charge virale indétectable, elles peuvent avoir une grossesse multiple, c'est pas un problème. Est-ce qu'il va y avoir plus de complications périnatales ? Non. Est-ce qu'elles vont plus avoir des accouchements prématurés ? Ça, c'est possible. Ça, c'est le seul bémol. On ne sait pas trop pourquoi, quand même, le risque d'enfants prématurés, on en parlera peut-être après, persiste. Mais sinon, la prise en charge, elle est simple. Simplement, il y a des règles. Et les règles, c'est d'abord de dépister les femmes. Avant de savoir qu'elles sont séropositives, il faut d'abord les dépister. Et c'est un peu ça le problème. Et l'enjeu, c'est qui sont les femmes enceintes qui potentiellement pourraient être séropositives au moment de leur grossesse, pendant leur grossesse. C'est beaucoup, malheureusement, des femmes migrantes. Et donc, ces femmes migrantes, il va falloir savoir les repérer et leur proposer ce qu'il faut. Et ce qu'il faut, c'est de la PrEP, a priori. Tant qu'elles sont séronégatives, si elles ont des risques, il faut qu'elles aient accès à la PrEP. Et c'est ça un peu le challenge, on va dire, qu'on a au jour d'aujourd'hui. Mais franchement, une femme séropositive avec un traitement optimisé, elle garde son traitement et on n'en parle plus, quoi. Voilà, c'est pas... Voilà, il faut simplement qu'on suive la charge virale mensuelle, vérifier que l'observance est bonne. Et je vous rappelle qu'une femme enceinte, ça vomit, ça a des nausées, donc ça pose toujours un petit peu des problèmes au départ. Mais mis à part ça, mais n'importe quelle femme enceinte a ce type de problème. La prévention des IST, parce que quelqu'un qui n'a pas d'IST au départ, était enceinte au début de sa gestation, peut très bien attraper une IST entre les deux. Elle fait tout ce qu'il faut pour le VIH, mais donc il faut répéter la prévention, répéter les prélèvements, et puis c'est tout. Pas plus, pas moins. Au moment de l'accouchement, il y a un traitement. La charge virale était indétectable. Elle accouche normalement. Si elle doit être césarisée, c'est pour des raisons obstétricales, mais pas parce qu'elle est VIH. Ça, c'est plus vrai. Voilà. Que le petit, il va prendre une prophylaxie, on en reparlera peut-être un peu après, que ce soit un peu de névirapine ou de zidovuline, peu importe selon les habitudes ou selon les recommandations, justement. Mais du coup, le taux de transmission materno-fétale, et j'ai mis bien inférieur à 1%, parce que c'est du 0, on ne sait pas, voilà. Et tout ça est contenu dans des recommandations d'HAS qui sont parfaitement bien faites, si vous avez très très bien fait, parce que c'est vraiment bien fait. Pourquoi ça ne veut plus passer ? Parce que... il fait la grève. Voilà. Donc, je vous ai mis quelques petits soucis qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'effectivement, la femme, elle n'était pas à charge virale indétectable. Alors, parce qu'elle ne l'a pas pris, parce qu'elle ne le savait pas, parce que... Là, il y a une recommandation, et la recommandation est bien sûr de faire accoucher la femme dans les meilleures conditions, une césarienne s'il faut, et pour le nouveau-né, vous avez la codification, y compris si le nouveau-né est prématuré. Donc ça aussi, il y a aussi la possibilité que l'enfant naisse prématuré, ça nous arrive quand même. Hein. Et donc la recommandation, elle existe, avec de la névirapine, AJ0, AJ2, AJ6, tout est codifié. Donc il ne faut pas s'inquiéter outre mesure. J'ai voulu mettre un bémol simplement pour le VIH2, parce que souvent c'est le cafouillage. Vous savez, VIH2, il y a certaines personnes, certaines femmes et certains porteurs de VIH2 qui ne sont pas traités pour tout un tas de raisons qui sont liées au fait du VIH2, ils n'ont pas de traitement antirétroviral. Si la femme est enceinte, je pense que la recommandation est logique, c'est qu'il faut la traiter, ça paraît logique, même si sa charge reste indétectable. Et les recommandations de sa mise sous césarienne ou pas, et il y a un petit quelque chose à savoir, c'est que la charge virale, même à la limite de la détection pour VIH2, c'est une charge virale qui est bien pire, on va dire, que celle de VIH1, de l'ordre d'une 30aine de fois. Et donc, même une charge virale limite de détection, on doit césariser, en tout cas c'est ce qui est recommandé, césariser la dame et programmer la perfusion d'AZT comme on fait habituellement. Mais à part ça, elle peut retourner ensuite à un non-traitement si elle n'en a pas besoin, sauf évidemment si elle allait. Mais il faut y penser à l'histoire du VIH2, parce que souvent c'est un peu oublié. Donc, ça c'est bien gentil, mais c'est quand on sait tout. Mais quand on ne sait pas, voilà. Comment prévenir, comment dépister, quelle est la recommandation pour proposer une PrEP, un traitement de prophylaxie aux femmes en âge de procréer
pas d'ailleurs, mais enfin bon, en âge de procréer, puisque là on est avant, pendant, voire même après la grossesse. Voilà. Et parce qu'en fait, le problème, c'est qu'elles ne demandent pas, on ne leur propose pas, on oublie cette histoire. Et on oublie même de les dépister. Donc franchement, le plus simple, et particulièrement dans cette population que nous voyons très fréquemment, de femmes réfugiées, c'est encore une diapo d'Amélie, qui est effectivement ces femmes qui ont subi violence, viol, j'en passe, et pas des meilleurs, ça, hein, et même de décès de nouveau-nés, elle est absolument épouvantable, le suivi que nous racontent ces femmes. Et donc ces femmes elles ont un risque élevé même d'acquérir le VIH pendant leur grossesse. Et donc ça a même été, dans les études partenaires, là justement, ça a été évalué ça, de savoir que la femme va, pendant sa grossesse, acquérir le VIH sans qu'on s'en aperçoive. Donc c'est vrai que ces personnes doivent être dépistées encore plus fréquemment. Ça, c'est clair. Parce qu'elles ont besoin d'être dépistées, mais elles sont surtout beaucoup moins... Non, ça c'était une micro, c'était le truc qu'il ne fallait pas toucher, justement. Bon, il est là. Beaucoup moins... Quand on regarde... Les femmes sont en bleu. Originalité de ce diagramme, pourquoi pas. Et donc... Non, je ne trouve pas le truc. Non, si, très, très pâle. Donc les femmes sont en bleu, donc vous prenez les femmes diagnostiquées, là, elles sont diagnostiquées peut-être, la prise en charge, ça commence à baisser, et les femmes étrangères, d'origine étrangère, la diminution des traitements. Donc si elles ne sont pas traitées, évidemment, elles risquent de répliquer au moment de leur prise en charge pour une grossesse. Et avoir un enfant chez les femmes migrantes, c'est d'une fréquence assez importante de toute façon, et donc elles veulent transmettre la vie, et ça c'est quelque chose pour tout un tas de raisons, qui est déjà une raison tout à fait humaine, mais aussi des raisons pour rester sur le territoire aussi. Je ne dis pas que c'est l'un qui enclenche l'autre, mais c'est vrai que ça facilite probablement leur dossier. Donc clairement c'est quelque chose qui va se passer, et la charge virale indétectable, c'est pas elles qui vont en être les plus fréquentes. Donc il faut vraiment faire attention à cette population particulière. Elles sont, d'abord, depuis 5 ans, il y a de plus en plus de femmes migrantes. Avant, on avait beaucoup d'hommes. Il y a l'âge de ces femmes, c'est des femmes qui ont la vingtaine. C'est des très jeunes femmes qui ont une éducation à la sexualité qui est minimaliste, on va dire, pour la plupart. Et donc ça, c'est important de faire du travail en amont. Et donc, elles sont d'origine, la plupart du temps, subsaharienne, mais on a des femmes de l'Est, comme on a des femmes... asiatiques aussi, il ne faut pas l'oublier, hein, l'Asie, hein, dans l'histoire. Et puis, elles ont souvent un mauvais contrôle virologique quand on l'a. Elles sont surexposées aux violences, à la grossesse, à la malnutrition, clairement, au surpoids, parce que ça c'est franchement fréquent, et donc ce qui va avec, même jeune, au diabète, à l'hypertension. Et donc, franchement, on doit vraiment... leur proposer de la PrEP, donc ça c'est pour refaire la pub un peu de la PrEP, là c'est la PrEP en médecine de ville, parce qu'en médecine de ville, ou dans des points de prise en charge, et que c'est quelque chose de relativement simple. Et donc aujourd'hui, l'accès à la PrEP chez les femmes enceintes, ça pose un problème, et vraiment c'est un enjeu de santé publique que tous les pays sont en train de prendre en charge. Et c'est pour ça que j'ai mis cette diapo, parce que je ne l'ai pas écrit, mais on a quand même de très très bons retours de certains produits injectables, pour ne pas en parler, injectables tous les 6 mois, qui est une PrEP injectable qu'on n'a pas encore en France, qui n'a pas encore l'AMM, enfin tout ça. Mais en attendant, ils ont pris un groupe de femmes à qui ils ont proposé cette PrEP, et cette PrEP, en comparaison avec la PrEP orale, cette PrEP a mis bien en évidence que ce type d'injection tous les 6 mois, c'est royal, puisqu'en fait, 0 contamination VIH pendant cet essai-là. 0, contre presque 12% ailleurs. C'est-à-dire avec la PrEP orale qu'elles ne prennent pas forcément. Donc voilà. Donc c'était juste pour attirer... Voilà. Le scénario classique, c'est la femme de 28 ans, que je vois assez régulièrement, diagnostiquée à 8 semaines d'aménorrhée avec une charge virale assez élevée, qu'on met sous une trithérapie banale, qui va devenir indétectable aussi rapidement que c'est prévu, et qui va allaiter pendant les 6 mois, et l'enfant sera séronégatif, et tout le monde ira bien. Et ben voilà. Et donc c'est juste ça pour dire que le problème, c'est l'accès aux soins. Et les questions que posent les femmes, que moi je vois, c'est ça. C'est est-ce que mon compagnon va être au courant ?
Et ça, il faut les rassurer en leur disant « Non, on ne va pas prévenir le compagnon. Est-ce que je dois absolument dépister mon compagnon ?» La réponse est non. Bien sûr qu'on aimerait bien pouvoir dépister le compagnon, mais à partir du moment où elles ont une charge virale indétectable, elles ne transmettent pas. Elles sont enceintes, pour la plupart, et c'est le frein pour lequel elles ne viennent pas nous voir, quelque part. Parce qu'on a beau leur expliquer que la combinaison de la prévention VIH, c'est tout ça. Je ne vous refais pas l'histoire, mais on la connaît par cœur, cette histoire-là. Et la PrEP en fait partie, bien sûr. Et ces femmes, pour les vaccins, on verra bien. On parlera juste de l'allaitement Mais mon message, c'est une prise en charge optimale chez une femme VIH peut avoir des enfants séronégatifs et allaiter en sécurité, on est en 2025. Et tout le monde le dit. Il n'y a pas que les Français. Voilà. Et donc je passe la parole